Sylvie, je rappelle que vous êtes neuropsychologue, on parle avec vous du cerveau depuis quelques semaines. On a vu qu'on peut percevoir et agir sans en avoir conscience. Est-ce que dans le domaine des relations aussi, notre cerveau peut décider de certaines réactions, encore une fois, à notre insu? Exactement. Alors, ce qu'on ne sait pas du tout, c'est que lorsqu'on est en relation avec quelqu'un, nos cerveaux vont se synchroniser. Et donc, évidemment, ce phénomène de synchronisation se passe tout à fait à notre insu, mais c'est probablement pour ça qu'on peut avoir un fou rire si quelqu'un a un fou rire, ou qu'on va pouvoir bâiller. Il y a une espèce de mimétisme aussi dans nos actions, parce que nos cerveaux vont s'accorder, et c'est probablement un phénomène qui, même s'il est totalement inconscient, est à l'origine des interactions et des relations, sans doute le support de l'empathie. Mais cette synchronisation cérébrale, enfin je vous crois puisque vous le dites, mais on peut la mesurer, on peut la vérifier. On peut la mesurer, la vérifier. Exactement. Alors maintenant, on a l'imagerie fonctionnelle qui permet de faire, on a une technique qui s'appelle l'hyperscanning. Et l'hyperscanning, c'est la possibilité d'enregistrer deux cerveaux en même temps pendant qu'ils sont en train d'interagir. Et là, du coup, on va se rendre compte, effectivement, qu'on a vraiment un miroir dans les activités cérébrales de deux personnes en interaction. Alors, c'est d'autant plus vrai que la relation est proche entre les personnes qui sont en train d'interagir. C'est-à-dire proche familiale ou amoureuse? Exactement. Alors, par exemple, si on a un enfant qui est en train d'interagir avec son parent, donc un enfant qui est en train de jouer, comme on le voit là, on va avoir une synchronisation des cerveaux entre l'enfant et son parent. Et cette synchronisation va disparaître si l'enfant ne joue plus de manière collaborative avec son parent ou s'il joue avec un étranger. Donc, c'est vraiment lié à la qualité de la relation et à ce que les personnes sont en train de faire, c'est-à-dire plutôt une activité en coopération. Et même si nous sommes très très proches entre deux adultes qui discutent, là aussi ça se fait, cette synchronisation? Exactement. Alors ce qui est très intéressant, c'est que quand deux personnes sont en train de discuter, donc, par exemple pendant que vous m'écoutez, votre cerveau se synchronise sur le mien. Et ce qui est magique avec la communication, c'est que le cerveau de la personne qui écoute est même un tout petit peu en avance par rapport à celui de la personne qui parle, parce qu'il est en train d'anticiper ce qui va être dit. Et c'est probablement ça qui permet de comprendre ce que l'autre est en train de dire. Donc, du coup, c'est très intéressant parce qu'il y a sans doute des personnes qui sont des experts de ça. Et donc, on imagine que les leaders politiques ou les gourous ont des capacités vraiment à synchroniser un maximum de cerveaux en face d'eux. Alors, on ne sait pas si on peut apprendre à moduler l'intensité de sa voix, sa fréquence, son timbre, son débit, mais très probablement, enfin, dans les cours qui sont donnés, que ce soit aux hommes politiques, à toutes les personnes qui communiquent, visent à, sans doute, à ce qu'il y ait le plus de cerveaux synchronisés pendant qu'ils parlent. Est-ce que ça veut dire que dans nos relations intimes, on peut être finalement influencé par des facteurs dont on n'a même pas conscience? Ça fait peur, ce que vous dites, en fait. Je sais que depuis quelques semaines, je vous effraie avec tous ces processus inconscients. Alors effectivement, quand on est en relation avec quelqu'un ou quand on est séduit par quelqu'un, on pense toujours que c'est par ses qualités intellectuelles, voire physiques, mais conscientes en tout cas. Ouais. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, on est influencé par plein de facteurs totalement inconscients. Donc par exemple, on sait maintenant que la symétrie du visage, donc la symétrie, le fait d'avoir un visage symétrique, compte énormément. Et plus un visage est symétrique, mais pas parfaitement symétrique, plus il est attirant. Par ailleurs, on a plein d'autres facteurs. Par exemple, une femme est jugée plus attirante si le ratio entre sa taille et ses hanches, plutôt entre ses hanches et sa taille, est de 0,7. Donc il y a un calcul savant. Et puis, il semblerait, et là on a la réponse à notre problème de tout à l'heure, il semblerait que les femmes habillées en rouge soient plus attirantes. Et donc, du coup, on sait pourquoi notre cerveau... Et on l'a fait inconsciemment, c'est ça le problème, à notre insu. Notre cerveau a choisi une tenue rouge. Et donc, pour les hommes, c'est un petit peu plus facile, parce qu'il semblerait qu'une femme trouve un homme plus séduisant si elle a mangé un plat épicé. Monsieur, vous savez où l'emmener au restaurant? Si la fois. Si j'ai mangé un non, donc vous pouvez emmener... voilà, vous avez mangé quoi ce midi? Non, mais je vous en prie. Voilà, c'est parce que j'ai mis du rouge que... Est-ce que ça veut dire que notre cerveau, c'est du coup avant nous, si on va entamer une relation durable avec quelqu'un? Exactement. Alors en fait, il y a effectivement, d'une part, ces mécanismes de synchronisation, et puis d'autre part, il y a réellement, en termes d'activité cérébrale, si on enregistre l'activité cérébrale donc de couples qui durent, si on les enregistre déjà au début de la relation, et puis des années, voire des décennies après, on a la même activité cérébrale qu'au début, quand on leur montre la photo de leur partenaire. Donc déjà, il y
a quelque chose qui dure de ce point de vue-là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que si on montre à un partenaire d'un couple qui dure la photo de son conjoint, on a la même activité que si on lui montrait sa propre photo. Ce qui veut dire qu'au bout d'un certain temps, l'autre devient comme une partie de soi, quoi. Il y a vraiment une symbiose entre les deux. Tout à fait. Et puis alors, il y a autre chose qui assure sans doute la durabilité des couples, qui est l'ocytocine. Petite hormone. Voilà, qui est l'hormone de l'attachement. Et donc, l'ocytocine est libérée en masse au moment de l'accouchement pour permettre ce lien très précoce qui doit s'établir entre la maman et son bébé. Mais c'est aussi l'hormone des couples qui durent. Et donc, il semblerait que les couples qui durent aient un niveau d'ocytocine plus élevé que les couples qui ne durent pas. Et l'ocytocine, on ne peut pas le trouver en médicament? Exactement. C'est la solution à tous les divorces. Vous avez tout à fait raison. Un petit spray d'ocytocine le matin et le couple dure. Et il y a des expériences qui ont porté là-dessus. Donc, c'est sérieux. Ça comme ça. Les neurosciences s'intéressent effectivement à l'effet d'un spray d'ocytocine quotidien pour augmenter la fidélité des partenaires dans un couple. Ça va très loin tout ça. Je ne vous fais pas que peur. Et la semaine prochaine, on fait quoi? Alors la semaine prochaine, on essaye de comprendre si on peut aussi apprendre des choses sans en avoir conscience à notre insu. D'accord. Voilà. Un petit spray d'ocytocine tous les matins? Moi, je vais bien, oui. Moi, je trouve ça tentant. Merci beaucoup. On passe tout de suite à In Vivo.